Aujourd'hui, on va voir les principes de la guerre. Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde. Donc je voulais aborder ce point. Je suis pas militaire, je suis juste passionné d'histoire militaire, d'histoire en général, et je voulais faire une petite vidéo sur les différents principes de la guerre. Donc voilà, il y a beaucoup de disparités entre les différentes batailles, guerres, et donc certains grands stratèges ont toujours nié l'existence de principes de la guerre, comme Maurice de Saxe, Frédéric le Grand et le vice-amiral Connolly de la marine américaine en 1953. Pour certains, les lois de la guerre ont plus d'importance que les principes de la guerre. D'autres, comme Jomini, Napoléon, Clausewitz, l'amiral Foch, ont toujours affirmé que ces principes existaient. Il faut savoir qu'il y a plusieurs principes et que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes principes. Donc j'ai trouvé un tableau sur Wikipédia où je vais vous énumérer les différents principes. Liberté d'action, concentration des efforts, effet de surprise, persistance du but, soutien du moral, administration, économie des moyens, unité de commandement, initiative et offensive, simplicité et anéantissement. Et ces principes ne sont pas les mêmes par pays. Vous pouvez voir le tableau. Pour la France, il y a 3 principes. Pour le Royaume-Uni, il y en a beaucoup plus, et ça dépend de la culture du pays, comme je le disais tout à l'heure. Il y a 2 principes que je ne verrai pas, c'est le principe d'incertitude et de foudroyance. Le principe d'incertitude, c'est pour briser la volonté de l'ennemi et le paralyser. Et le principe de foudroyance, c'est pour briser le rythme ou les rythmes de l'ennemi. Il faut savoir que les principes de la guerre ont beaucoup évolué dès que ça a été établi par Foch. À son époque, c'était l'économie des forces, le principe de liberté d'action et le principe de sûreté. En 1938, ça a été réduit à 2, économie des forces et liberté d'action. En 1953, principe de volonté, principe de sûreté. En 1959, économie des forces, liberté d'action. En 1970, principe de sûreté, principe de concentration des efforts et économie des forces et liberté d'action. Donc ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on va voir le principe de concentration des efforts, de liberté d'action et d'économie des moyens. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la concentration des forces et la concentration des efforts parce que ils ont introduit une dimension civile à l'économie, dans l'économie des efforts, parce qu'ils prennent en compte les contraintes liées à la population. La concentration des efforts, c'est une accumulation de moyens dans l'espace et le temps pour réaliser localement une supériorité décisive. On va parler de l'opération Silo ou Lion de mer qui avait pour objet le débarquement en Grande-Bretagne par les armées allemandes. Le débarquement était prévu le 15 septembre 1940. Le succès de celui-ci résidait dans le fait d'éliminer l'aviation britannique. Une offensive est déclenchée le 13 août. Les Britanniques disposent de 620 chasseurs et quelques bombardiers. Les Allemands de 2422 avions, 1305 bombardiers et 1117 chasseurs, ce qui correspond à peu près à un rapport de 1 à 4 en faveur des Allemands. Et pourtant, c'est les Britanniques qui vont gagner. Du coup, le débarquement est repoussé du 15 septembre, ensuite le 24, le 27 septembre, le 12 octobre, et c'est repoussé continuellement. Le succès est dû à une grande capacité des Britanniques à concentrer leurs efforts, parce qu'ils disposaient d'un système de détection, les radars. Donc ils pouvaient faire décoller leurs escadrilles en temps voulu, diriger leur vol sur l'ennemi, et ainsi réaliser une concentration locale et momentanée. Comme ça, ils créaient la surprise. Les Allemands avaient prévu de concentrer leurs efforts sur les aérodromes anglais, avions, installations, centres d'opération. Ils vont disperser leurs forces à partir du 7 septembre pour attaquer les localités de Coventry, simplement pour baisser le moral de la population. Donc on va passer au deuxième, le principe de liberté d'action. Le principe de liberté d'action, c'est la capacité qui s'exerce en soi et qui s'exerce malgré l'ennemi. Je donne un exemple. En 1940, les Allemands ont vaincu l'armée française en 15 jours, parce qu'ils ont mis en œuvre un plan leur donnant toute liberté d'action. Comme en 14, ils attaquent en Belgique le 10 mai. Donc ils attirent les forces françaises vers la Belgique et la Hollande. À la différence de 1914, ils complètent cette première action par une attaque majeure le 12 mai à travers les Ardennes avec un corps blindé qui atteindra la mer le 20 mai en toute liberté, tranquille, et ils encerclent l'essentiel des forces alliées en Belgique. Pour l'économie des moyens, il s'agit d'avoir le meilleur rendement. Il s'agit d'avoir la bonne répartition pour avoir le maximum de capacité d'effet pour atteindre l'objectif. Certains stratèges ou stratégistes pensent qu'il faudrait condenser tous les principes en un mot, concentration. Parce que pour concentrer ses efforts, il faut être libre de ses actions. Mais comme d'habitude, vous trouvez des opposants. Personnellement, étant pas stratégiste, par simplicité, je préfère avoir tous les principes de la guerre. Comme ça, mentalement, c'est plus simple à retenir et à utiliser. Tout l'art de la guerre consiste à faire converger ces principes. Par exemple, la bataille de Cannes, lors de la deuxième guerre punique entre Rome et Carthage. L'armée d'Hannibal est composée de Carthaginois, de Numides, d'Espagnols et de Gaulois. L'armée romaine est la plus importante. Elle est composée de Romains et d'Alliés. Cannes se situe au sud de l'Italie.
cavalerie. Les Romains sont flanqués de leur cavalerie. Les Romains flanqués de leur cavalerie constituent une immense phalange. Hannibal, quant à lui, dispose de troupes en arc de cercle convexe, tournées vers l'ennemi. Il place ses meilleures unités aux ailes, c'est l'infanterie africaine, qui sont flanquées de la cavalerie. Dans un premier temps, la cavalerie carthaginoise va attaquer et détruire la cavalerie romaine, qui sera refoulée hors du champ de bataille. Les Romains vont attaquer le centre du dispositif carthaginois. L'infanterie aux ailes se retrouve à hauteur des arrières de la phalange romaine, qu'elle peut attaquer. Ils vont être encerclés par l'armée d'Hannibal et écrasés par l'arrière, coupés de toute possibilité de retraite par la cavalerie. Les Romains vont être écrasés. Hannibal va utiliser deux principes de la guerre, la liberté d'action et la concentration des efforts. En balayant la cavalerie romaine et en ayant une résistance molle face à l'infanterie romaine, c'est-à-dire que l'infanterie romaine avance et l'infanterie d'Hannibal recule, ça permet à Hannibal de gagner en liberté d'action parce qu'il va pouvoir faire un double enveloppement et concentrer ses efforts vers l'arrière des troupes romaines. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez d'autres détails, dites-le en commentaire. Donc, je ferai des vidéos une fois par semaine sur cette chaîne. Donc, serrez les rangs et restez unis.